Messieurs, on ouvre la page Ligue 2 avec donc le début de la 15e journée. Oui, Fred, Je tu veux reviens, dire. je finis juste pour la Ligue 1. C'est fini la Ligue 1, monsieur Mais Fitch, elle là. reprendra le 28 décembre, pour être précis. Oui, bah t'as pas écouté, j'ai donné le programme du 28 Oui. décembre. Et 2 jours plus tôt, il y aura la reprise de la Ligue 2. Le lundi 26, il y aura la reprise de la Ligue 2. Bah attends, on commence la Ligue 2. Oh là là, il vient de se on peut déjà réveiller. le dire. Hein. Bon, ça fait 1 heure qu'il dormait, vous inquiétez Noël pas. passé, oui. Il vient de se réveiller. Alors, en fait, t'écoutes pas le championnat au lendemain de Noël, c'est totalement inédit. Quoi, en fait, tu n'écoutes pas l'émission pendant qu'on l'a fait. Ça a déjà tout été dit, là, monsieur Fitch, là. Allez, rendormez-vous, monsieur Fitch, on en reparle tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va ouvrir cette Ligue 2 avec la rencontre qui avait lieu à 15h. C'est la Saint-Etienne qui recevait Rodez. Rodez avec son nouvel entraîneur Aymeric Darbelay qui remplaçait Laurent Perlat qui avait été démis de ses fonctions. Et c'est une victoire pour Rodez. Ça continue, ça continue d'aller mal pour Saint-Etienne avec Marvin Senaya, 54e, le joueur qui avait été prêté à Sochaux la saison dernière par le Racing Club de Strasbourg, qui ouvre le score, comme je vous le disais, 54e minute de jeu. Ensuite, Anas Namri, 60e, qui marque contre son camp, hein, quand rien ne va plus, rien ne va plus. Et puis les supporters ont commencé à quitter le stade. Bon, à la rigueur, vaut mieux quitter le stade que balancer des fumis dans les tribunes, c'est quand même mieux. Hein. Bon, forcément, les copes, en plus, il y avait les 2 copes de chaque côté qui étaient revenus pour l'occasion. Donc, forcément, ça va pas fort pour l'équipe de Saint-Etienne. Et je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Philippe Crasso. C'était chez nos confrères de Bein Sport juste après cette rencontre. Jean-Philippe, on vous remercie vraiment, parce qu'on sait que c'est pas simple de venir parler dans cette situation. Question simple, justement, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là ? Je sais pas, on n'a pas mis les ingrédients aujourd'hui, on n'a pas su les mettre en danger. On s'est fait punir une fois et une deuxième fois sur un coup de pied arrêté. Je sais pas, il n'y a pas de mots, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'entraînement, en tout cas de ce que dit votre entraîneur, ça se passe bien, il y a de l'engagement, vous faites les efforts. Et arrivé au match, ça se passe pas comme à l'entraînement. Pourquoi ? C'est mental à un moment donné peut-être ? Je sais pas du tout, j'ai pas la solution. On essaie de travailler vraiment pour que ça se passe bien en match. Malheureusement, ça se passe pas bien en match. Mais j'ai pas de solution. Hein. Ce soir, on a vu encore, il y a encore beaucoup de travail, quoi. Ça doit vous toucher de voir ce qui se passe, les supporters qui sortent des tribunes. Bien sûr. Nous, voilà, on est des joueurs, on donne tout sur le terrain, mais voilà, c'est aussi pour nos familles, pour les supporters qui sont là, qu'on joue aussi. Et nous, ça ne fait pas plaisir de dire sur le terrain de perdre comme ça. Et on comprend aussi leur réaction, bien sûr. Après, voilà, parler, ça résout rien, quoi, mais... Il faut laver les têtes maintenant. Je sais pas c'est quoi la solution. Profiter de cette trêve, peut-être, justement, pour se remettre à l'endroit d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il va falloir travailler pendant cette trêve pour revenir beaucoup mieux, parce que pour l'instant, c'est pas ça. Merci Jean-Philippe de vous être arrêté. Et oui, Jean-Philippe Crasso, c'est sûr, forcément, quand on vient s'exprimer comme ça en direct après une telle défaite, c'est jamais simple. C'est bien déjà de venir s'exprimer parce que voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas envie forcément de s'exprimer, même si ça fait partie du métier, ça fait partie, quand on est professionnel, du boulot, comme on va dire, des à côté, mais forcément, c'est toujours des moments très compliqués. On va écouter ensuite la réaction déjà des dirigeants de Saint-Etienne avec donc le fait que Laurent Batles est donc confirmé toujours à la tête de la Saint-Etienne. Et c'est une bonne chose car c'est un bon entraîneur. C'est pas toujours la faute des entraîneurs. Il y a peut-être d'autres contextes, mais on sait toujours qu'en football, quand ça va pas, c'est toujours l'entraîneur qui saute en premier. Et pourtant, ça reste, moi je trouve, un bon entraîneur. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, on en reparle juste après. On écoute. Il n'y aura pas de décision immédiate parce que les victoires comme les défaites et une forme de déroute comme ce soir, ce ne sont jamais des bonnes conseillères. Donc ma responsabilité, puisque c'est la mienne, c'est de faire le nécessaire pour apporter à Laurent le maximum de solutions pour que cette saison reprenne un cours plus conforme avec nos ententes. Il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes. Il y a peut-être des joueurs à changer, il y a peut-être un mercato aussi à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à changer pour essayer au moins de revenir
à un certain niveau sur le terrain et à un classement malgré tout honorable pour notre club. Voilà, il y aura des décisions qui seront prises et on verra après qui c'est qu'on pourra faire venir ou pas. Ben oui, forcément, c'est compliqué aussi, compliqué pour les dirigeants, compliqué pour tout le monde, compliqué pour les supporters, pour les joueurs. Et là, on va écouter forcément des scènes de joie un peu plus avec Rémi Boissier, le capitaine de cette équipe de Rodez. Et vous allez voir, il a un message aussi également pour Laurent Perlade. Enfin, c'est la question que lui pose donc la journaliste de chez Beansport. Capitaine heureux, on suppose. C'est vrai que c'est un beau coup réalisé par Rodez. Qu'est-ce que le RAF avait de plus que l'ASS ce soir? Je pense qu'on avait plus envie. On avait envie de faire un bon match. On savait déjà, on était venu en Coupe de France, qu'on avait fait un bon match. On avait à cœur de montrer ce qu'on savait faire. Voilà, on a mis du cœur. On était bien. On savait que chez eux, malheureusement, c'était pas une force pour eux. Que le premier quart d'heure, ça allait pousser et que si on arrive à tenir, le chaudron allait se retourner contre eux. Chose qui a été faite. Maintenant, voilà, on est content de la performance qu'on a réalisée tous ensemble. Ouais, c'est un bon point comptable aussi, puisque avec ces 3 points, vous sortez de la zone rouge, en tout cas pour l'instant. Mais vous parliez de l'envie. J'ai envie de revenir là-dessus. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Nous, on est sur le côté, mais vous êtes sur le terrain. Vous sentez vraiment une différence là dans les mentalités entre votre équipe et votre adversaire aujourd'hui? Je sais pas, je suis pas là pour juger les joueurs, l'état d'esprit ou la qualité des joueurs de Saint-Etienne. En tout cas, moi j'ai à cœur de mener mon équipe comme j'ai envie. Avec la grinta que Rodez a toujours eu par le passé. Voilà, on a vécu un moment difficile cette semaine. Donc voilà, on voit qu'on a une équipe soudée malgré tout. Et on l'a montré ce soir, ça fait plaisir à tout le monde. C'est une victoire que vous dédiez à Laurent Perlade, qui est très apprécié aussi par Aymeric. Oui, c'est apprécié, je pense qu'il est apprécié par tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui humainement est extraordinaire. Donc quand on donne de l'amour, on en reçoit. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Et oui, quand on donne de l'amour, on en reçoit. C'est ce que disait Rémi Boissier, le capitaine de cette équipe de Rodez. Et puis, on écoute tout de suite la réaction également du nouvel entraîneur, Aymeric Darbelay, du côté de Rodez. Oui, Aymeric, je disais que c'est un baptême du feu réussi, venir s'imposer ici à Geoffroy Guichard. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement aujourd'hui dans cette victoire? Les risques qu'on a pris, les risques qu'on a voulu prendre. Et ça a marché. Alors je dis pas que ça marchera tout le temps ou que ça marche. Voilà, aujourd'hui, ça a bien voulu marcher. Les joueurs ont cru à ça. On savait qu'on allait se mettre dans des situations par moments difficiles, mais on a fait ce pari-là. Voilà. Et quand ça marche, c'est encore un peu plus agréable. Et quand ça marche comme aujourd'hui, vous sortez provisoirement de cette zone rouge. C'est une belle histoire là qui commence peut-être, ou en tout cas un déclic? Il y a encore une journée ce soir, il y a plein de matchs. L'histoire, elle débutera après la trêve internationale. Faut voir le verre à moitié plein, non? Je sais pas. C'est d'être positif un peu. Ouais. On va savourer ce qu'on a fait. Ouais. Vous me disiez en antenne là que vous êtes né à 1 heure d'ici en fait, un petit peu plus. Un peu plus à Melun. Ça doit vous rendre triste, ça doit vous toucher quand même malgré tout de voir ce club historique sombrer de la sorte. Vous qui étiez au stade Geoffroy Guichard quand vous étiez enfant. Ouais, je suis venu voir 2-3 matchs. Moi j'ai un oncle qui est de Roanne, qui à l'époque jouait avec les Triantafilos, les Beretta, donc les légendes. Donc j'ai été baigné là-dedans. Oui, ça fait quelque chose, mais le club va se relever. Vous en êtes sûr? Bien sûr qu'ils vont se relever. Ça va peut-être mettre un peu de temps, mais ils vont se relever. Les clubs comme ça, ça meurt pas, c'est pas possible. En tout cas, Rodez connaît la recette pour se maintenir. C'est souvent sur le fil, mais on voit que, comme le disait votre capitaine à l'instant à mon micro, vous y mettez du cœur dans les matchs, notamment ces matchs coup près. Qu'est-ce qui fait la différence à Rodez? J'avais demandé à ce qu'on soit généreux, qu'on ait un gros cœur, qu'on soit valeureux et qui croient en leur talent. Voilà. Maintenant, les gens de l'Aveyron sont des... tout le monde va dire que c'est partout pareil, mais c'est des travailleurs, ils aiment ça. Ils aiment que ça sue, même si des fois c'est pas toujours très joli. Mais en tout cas, il faut qu'on mette ce qu'il faut sur le terrain. On n'a pas le plus gros budget, on n'a pas les meilleurs joueurs, on n'a pas le meilleur entraîneur. Donc il faut compenser par d'autres choses. Voilà, c'est obligatoire pour nous. Merci Aymeric pour votre analyse. Merci.
C'est donc l'entraîneur ruthénois Aymeric Darbelay, nouvel entraîneur en remplacement de Laurent Perlade. Une autre rencontre qui nous intéresse, c'est celle de Bordeaux qui recevait Pau. Et finalement, un but partout dans cette partie avec Pau qui a mené jusqu'à la 87e minute de jeu avant que Bordeaux n'égalise dans cette partie. On va écouter la réaction du gardien bordelais Gaëtan Poussin. Vous allez voir, il en veut un peu à cette équipe de Pau, notamment sur la saison dernière et la Ligue 1. Écoutez. Merci Gaëtan d'être avec nous. Comment vous le jugez, ce match nul arraché dans les toutes dernières minutes de ce match? Bon, de la frustration surtout, on n'a pas... Quand on frappe autant de fois au but, on peut que être frustré. Je pense qu'on mérite de gagner aujourd'hui. Surtout que j'avais un peu de rancœur face à cette équipe, parce qu'ils ont beaucoup parlé sur nous et j'aurais bien voulu les taper pour leur montrer que la Ligue 1 c'est dur. Parce que l'année dernière ils ont beaucoup parlé. Maintenant on a mis nos tripes sur le terrain, on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et on est récompensé par ce but, même si forcément on aurait préféré gagner. Une défaite le week-end dernier, un match nul. Est-ce qu'on est sur un premier coup d'arrêt du côté de Bordeaux ou justement là avant cette pause Coupe du Monde, vous jugez la première partie de saison des Girondins? Non, je dirais pas un coup d'arrêt. Quand on voit le match qu'on fait là, eux, ils ont un tir, le mec il met une tête, il la met bien. Si on gagne 1-0, on peut mettre 3-0 aussi. Ils sont la tête sous l'eau. Après on n'a pas de réussite parce qu'on a plein de situations, mais on manque un peu de finesse dans le dernier geste, un peu de présence dans la surface. Après, le poteau d'hélice en première mi-temps, enfin, il y a plein de choses. Mais je pense qu'il y a des choses positives à retenir de ce match. Merci beaucoup, merci Gaëtan. C'était donc Gaëtan Poussin, le gardien de cette équipe de Bordeaux. Et on écoute tout de suite la réaction du défenseur de Pau, Xavier Kouassi. Xavier, c'est un match nul héroïque, on a envie de dire, que vous ramenez. Oui, c'est un match nul héroïque, mais on pouvait gagner. On a eu une occasion, on l'a mise. Et puis là, on a essayé de préserver le score. Dans les dernières minutes, on a pris le goal, ça fait chier. Donc voilà, on va prendre le point, on va avancer, mais ça fait mal quand même. Alors il n'y a pas de quatrième victoire consécutive en Ligue 2. Néanmoins, on reste sur 3 victoires consécutives et 2 nuls en 5 matchs. Comment vous jugez votre saison jusque-là, jusqu'à cette Coupe du Monde qui arrive? Écoutez, on voit que l'équipe commence à prendre forme. Donc voilà, on travaille chaque jour. Là, il y avait des nouveaux, donc maintenant tout le monde commence à s'intégrer. Donc je pense que la solidité, on la montre on montre la solidarité sur le terrain. Donc on voit qu'on est une équipe cohérente. Donc voilà, nous maintenant de savoir exploiter les failles par rapport à l'adversaire. Merci Xavier, merci. C'était donc Xavier Kouassi, le joueur de cette équipe de Pau. D'autres résultats avec Grenoble et Dijon qui font match nul 0 partout. D'ailleurs, du côté de Dijon, on commence à parler avec insistance peut-être de l'arrivée de Jean-Marc Furlan, ce qui voudrait dire qu'Omar Daf serait sur la sellette en tous les cas pour le moment. Niort et Nîmes font match nul 1 but partout. Quevilly qui est allé battre Amiens 2-0. Metz est allé étrier le Paris FC 4-1. Le Paris FC a été réduit à 10. Le Havre est allé battre Guingamp 1-0, un but à la 87e minute de jeu. Finalement, cette équipe du Havre est vraiment très surprenante depuis le début de saison. Alors, j'ai regardé un peu la composition de cette équipe du Havre, avec beaucoup de joueurs formés au Havre, uniquement au Havre. Donc, bravo à Lucas Elsner qui fait du très bon travail. Et puis, Caen et Annecy qui font match nul 0 partout. Et puis, Laval qui a battu Valenciennes 1-0. Alors, je sais plus Laval, mais je crois qu'ils étaient réduits à 9, c'est ça, il me semble. Oui, tout à fait. Je surveillais le match, j'étais vraiment assez surpris. Ils étaient à 9 contre 11 au moment qu'ils ont ouvert le score et puis qu'ils ont réussi à maintenir le score de 1-0. C'est vraiment surprenant, quoi. Bravo, on sait que cette équipe Valenciennes est une belle équipe aussi. Donc, ils ont battu Sochaux, donc ça peut être une bonne équipe. Voilà, c'est ça. Bravo à eux en tous les cas. Et puis, on va ouvrir la page sur le FC Sochaux Montbéliard, victorieux face à Bastia. Bon, le match a été compliqué, ça n'a pas été une rencontre. La première période a été bonne, après ça a été un petit peu compliqué avec l'homme du match, Maxence Prévost, qui a fait beaucoup d'arrêts. On va écouter tout de suite. On va pas écouter, on va surtout on va écouter puisqu'on est en radio, on n'a pas la télé. On va regarder un petit peu, on va réécouter le résumé entre Sochaux et Bastia. C'est parti. Sochaux 4e accueille Bastia 12e. Les Sochaliens n'ont pris que 2 points sur les 3 derniers matchs, comme les Corses. Même bilan très moyen sur les derniers matchs pour les 2 équipes. Tout le monde a envie de finir sur une bonne note avant la trêve due à la Coupe du Monde. Sochaux est tout de suite à l'attaque. Ballon bien sorti par Johnny Placide.
Les Sochaliens vont de l'avant avec Mauricio Texera, Weisbeck et Sissoko. Bastia de son côté se présente avec Vandenkerkhoff, Sallamonge, Camara et Alfarella. Magri est lui absent. Penalty en faveur de Sochaux après la demi-heure de jeu et un carton jaune sur cette action. L'arbitre a vu ce contact de Sainati. Il prend un jaune. Le penalty transformé par Ibrahim Sissoko. 1-0 pour Sochaux à la 38e minute. 8e but de la saison déjà pour Ibrahim Sissoko. C'est son 3e de suite. Sissoko est en forme et Sochaux prend l'avantage. Belle joie pour les Lionceaux. Ils sont devant au score, concrétisent de bonnes intentions et Bastia a du mal à sortir de sa moitié de terrain. Mais après le but encaissé, c'est bien mieux pour les Corses avec cette énorme occasion. La reprise de la tête de Dominique Guidi, le capitaine du Sporting, et la barre transversale repousse la balle. C'était un ballon bien délivré par Caïboué et Guidi était tout proche d'offrir l'égalisation à Bastia. Le score est de 1-0 à la mi-temps en faveur de Sochaux. Le pénalty de Sissoko pèse lourd dans ce match. En seconde période, Bastia entend bien au moins égaliser avec cette belle tentative. La frappe cadrée directement sur le gardien. Alfarella a trop tiré sur Prévost. Sochaux aimerait bien un deuxième but pour être un petit peu plus tranquille. Mais c'est manqué par Texera. Les Sochaliens ne parviennent pas à marquer de deuxième but et sont toujours sous la menace d'une égalisation adverse. Pourquoi pas là-dessus, le tir cadré sauvé par Maxence Prévost. Le match reste incertain jusque dans les derniers instants. Mauvaise relance sochalienne. Nouveau tir de loin pour Bastia. Ça ne veut toujours pas sourire. Encore Caïboué. Mais Prévost est vigilant. Nouvelle chance sur le centre et le ballon capté cette fois-ci par Maxence Prévost. Sochaux doit se battre jusqu'au bout pour défendre son court avantage. Une dernière chance sur coup franc, c'est tiré en retrait. Caïboué pour cette balle, sauvé encore par Prévost. Le gardien de Sochaux résiste. Bastia n'a pas abandonné dans ce match. Il croit jusqu'au bout. Mais ne parvient jamais à égaliser au final. Victoire de Sochaux 1-0. Sochaux est de nouveau 3e et sur le podium du championnat. Bastia est 14e. C'était donc le résumé entre Sochaux et puis Bastia. Maintenant, on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Fred. Ah, attends, on bouge pas parce que le résumé recommence. On va pas gagner 2 fois, on va pas prendre 6 points, hein, ça marche pas. Bonsoir Bernard, comment ça va? Ça va, bah, ça va bien. On a gagné, c'est le principal. Ah, ça va bien dès qu'on gagne. Hein. Ah oui, bah oui. Bon. Mais il parle d'une barre après le but de Sissoko. Moi, j'ai pas vu de barre. Hein. Ah si, il y a une barre là sur le coup franc. Le capitaine de Bastia met une belle tête et ça finit sur la barre transversale. Ah ouais, mais je crois qu'elle passe au-dessus. Moi, Comme quoi, hein, on voit pas toujours tout hein, dans les matchs. Ouais, mais j'ai pas été au match, j'ai regardé à la télé. Mais ouais, à la télé, oui, c'est après le but de Sochaux, alors là-bas. Oui, c'est ça, c'est après le pénalty. Hein. Je regarderai en replay tout à l'heure, quand je serai couché. Bah, tu regarderas, regarde le résumé, hein, il est sur YouTube, tu peux regarder le résumé et on la voit bien. Résumé, hein, ouais. On voit bien surtout le manque de marquage sur le joueur aussi. Ouais, mais comment Maxence Prévost fait un gros match. Hein. Ah bah c'est l'homme du match. Ah ouais, il fait des sacrés oreilles. Hein. Il peut réagir. Hein. C'est bien. C'est bien d'avoir gagné. Et puis, j'ai regardé, après une fois que le match a été fini, j'ai regardé le multiplex. Oui, Laval, ils ont gagné à 9 contre 11, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est tout. Il y a des bons résultats, mais c'est vrai que pour revenir sur ce match de Sochaux. Comme je disais à l'autre Fred tout à l'heure, le but du Havre, il est hors jeu. Hein. Oui, après, je sais pas si c'est hors jeu ou pas, mais. Ah oui, j'ai regardé le résumé au départ du ballon, il est bien hors jeu. Bon, après, voilà, il n'y a pas d'avoir, voilà quoi. Bah, il marque, en tout cas, le Havre est une belle équipe. Ah oui, non, mais je pense que le Havre et puis Bordeaux, ils vont nous embêter encore un peu longtemps, quoi. Bah, surtout que le Havre, c'est tous des joueurs, j'ai regardé un peu la composition de l'équipe, c'est tous les joueurs qui, pour la plupart, sont formés au Havre. Oui, c'est ça qui est quand même intéressant hein, pour eux. Exactement. Bon. Et puis
puis il me semble qu'ils ont Kitala en attaquant. Oui, c'est ça, oui, il y a Kitala qui est parti là-bas. Oui, Bon, oui. un petit mot sur cette rencontre quand même face à Sochaux, avec cette première période qui était plutôt satisfaisante. Après, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on est tombé aussi sur une belle équipe corse. Il faut aussi reconnaître la valeur de l'adversaire. Il faut aussi reconnaître la valeur de l'adversaire. Oui, non, mais bon, ils sont 14e au classement, ils sont pas à leur place, Bastia. Oui, quand on voit le jeu déployé, c'est vrai qu'il pourrait être plus haut. Non, mais en deuxième mi-temps, on était un peu étouffés. On a fait quasiment en deuxième mi-temps, 35 minutes, on a fait que de défendre. Hein. Ouais, j'ai l'impression que cette équipe sochalienne, elle est un petit peu émoussée peut-être. Peut-être que la Coupe du Monde va faire du bien. Moi, je pense que il marque un but pour réussir. Le match, il est gagné. Mais non, comme je disais, un match, c'est 90 voire 93 minutes. Hein. Ah bah bien sûr, oui. Non. Après, c'est pas parce qu'on marquait un but, il faut en marquer d'autres pour être tranquille. Hein. Mais c'est dommage parce que je crois que c'est en début de deuxième mi-temps. Sissoko, il a un beau duel, il a un beau face-à-face placide. S'il enlève un petit peu, qu'il met une petite touche, elle est au fond. Hein. Ouais, il y a ça. Il y a aussi Maxime Dokuto, qui en a une belle aussi. Donc, Ah oui. Ah bah, on a les occasions pour tuer le match. Mais oui, après, c'est ça. Bah, après, dans le football, il faut les mettre au fond, comme on dit d'habitude. On dit toujours c'est simple. Maintenant, c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est pas. C'est vrai que tant qu'on met pas tant qu'on est toujours à 1-0 et tant qu'on met pas ce deuxième but, on n'est pas à l'abri d'un but de casquette. Ah bah oui. Et puis après la trêve, il va falloir se méfier de cette équipe de Rodez. Hein. Oui, bah après, on va voir déjà dans quel état va arriver cette équipe de Sochaux, parce qu'ils vont partir se préparer à quelques semaines en Espagne avec des matchs amicaux aussi. Donc en fait, on va un peu regarder comment toutes les équipes vont revenir, parce que même en Ligue 1, même en Ligue 2, on sait, les entraîneurs ne savent pas comment est-ce. Moi, je pense que pour celle de Sochaux, ça va faire du bien de couper un coup là, parce que avec tous les matchs rapprochés, Coupe de France. Ah oui, ça va vraiment faire du bien à nos Sochaliens. Ah oui, c'est très important. Ça peut pas faire de mal. Hein. Oui, je pense que samedi, il y a encore la Coupe de France à Taon. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a encore un match, oui. Il y a encore un match de Coupe de France. 17h, je crois, Taon les Vosges. Oui, c'est ça. Avec un entraînement aussi délocalisé qui aura lieu du côté du stade Léo Lagrange ce mercredi. Avec à 14h une séance de dédicace. Et puis à 15h, un entraînement au stade Léo Lagrange. Donc c'est vraiment. Enfin, moi je trouve cette initiative. Moi je peux pas travailler. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi je trouve l'initiative très sympa. Parce que c'est bien aussi de. Non, c'est bien de délocaliser un peu les entraînements pour que les enfants aussi d'ici de Besançon. Voilà, on sait que Sochaux est aussi suivi partout en Franche-Comté, partout en France même. Il y a beaucoup de fans de Sochaux à Besançon. Oui. Non, mais puis qu'ils puissent avoir accès à l'équipe. C'est ça. Oui, je crois que c'est sur Twitter. Ouais, c'est ça. Mais la doyenne de 103 ans, là. Ouais, c'est ça, bien sûr, oui. Après, toutes les condoléances à la famille. Hein. Bien sûr, on y pense à Francine. Oui, voilà. Qui nous a quittés il y a peu, et bien sûr qu'on a une grosse pensée à elle également. Mais c'est vrai que c'est sûr, pour revenir sur cet entraînement délocalisé, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est déjà le vœu d'Olivier Guégan, qui avait déjà fait l'avant-première, je ne sais pas si vous vous rappelez, au Stade Bonal, où on pouvait tous assister à la présentation des joueurs, en fait. Tout le monde était là, et je trouve que c'est très sympa. C'est vraiment une bonne chose. C'est sympa, et puis ça va les faire changer. Bon, ça reste toujours l'air du doux, mais ça va les faire changer un peu de terrain. Ils vont découvrir, ça va les faire découvrir un peu de nouvelles choses. Quoi. Oui, puis voir aussi les supportrices et les supporters, les enfants qui vont arriver sans doute en nombre du côté du stade Léo. Donc c'est surtout une belle fête. Et puis c'est surtout un lien qui se crée, mais c'est aussi l'identité franc-comtoise, parce qu'on voit depuis peu des drapeaux qui ont été mis du côté du stade Bonal, sans doute d'autres qui vont arriver, parce qu'on a vu qu'il y avait des piquets qui étaient installés en dehors du stade, je ne sais pas pourquoi exactement. Je crois qu'il y a Prévost sur le terrain, après le match, il avait le drapeau franc-comtois sur lui. Toujours, tout le temps. Ah, j'ai jamais trop fait gaffe. Tout le temps. Là, je l'ai vu en fin de match. Il a fait des beaux arrêts. Oui, il a fait. Non, mais je voulais en revenir là-dessus sur Prévost. C'est vrai que ce que vous disiez vous deux tout à l'heure, Sochaux aurait dû quand même réussir à essayer de marquer un peu plus de buts, parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont eu les moments pour, ils n'ont pas réussi. Et heureusement qu'on a eu un Prévost monumental
Parce que... Oui, on aurait pu, ça aurait pu faire un partout ou 2-1. Ah, on aurait pu perdre pour Bien moi. sûr. On aurait pu perdre. Pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Bastia aurait pu marquer au moins 2 fois en deuxième mi-temps. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant. Côté moins bien dans le jeu, parce que le jeu est un petit peu moins léché ces dernières semaines, c'est vrai. Mais on gagne. Et ça, c'est important, parce qu'il faut gagner. Même quand tu es moins bien, l'important, c'est de prendre des points. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait respirer. Et franchement, c'est vraiment l'homme du match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bernard, mais c'est vraiment l'homme du match. Hein. Sans lui, on aurait perdu. J'ai voté sur il me semble sur Twitter ou une autre application. Oui, 67%, Maxence Prévost. Ah oui, c'est l'homme du match, de toute façon. Il n'y a pas. Parce qu'il y a un moment donné, ils vont. Je crois que c'est en deuxième mi-temps. Oui, en deuxième mi-temps. Ils vont en chercher une au ras du poteau, il faut aller la chercher, celle-là. Hein. Ouais, puis il y en a eu plein, il y en a eu d'autres aussi également. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir un très bon gardien parce qu'il te fait gagner aussi des points. Et là hier soir, Maxence Prévost a fait gagner des poins à Sochaux, il faut aussi le dire, parce qu'il a été décrié par le passé sur certaines choses. Là, il faut aussi le dire. Au contact du haut de tableau, il faut gagner, il n'y a pas le choix. Hein. Oui, c'est ça, il faut rester dans le bon wagon. C'est ce que je dis souvent, il faut rester. Qu'on soit premier, deuxième, troisième, quatrième, voilà, il faut rester dans le bon wagon. Il faut surtout rester à des longueurs. Voilà, faut pas prendre 10 points, sinon après ça va être compliqué. Il faut rester au contact. Il faut rester au contact. Et puis, fin décembre, il faut battre Rodez et puis il faut aller gagner à Bordeaux parce que. J'ai regardé, après le match de Sochaux, j'ai regardé le multiplex, le gars Campoussin, il dit on aurait dû jouer contre qui Pau, je crois. Bordeaux, oui, c'est ça, ils ont joué contre Pau. Hein. Oui, il aurait dû, il dit on aurait dû les taper, Bordeaux 8 tirs, Pau 19 quand même. Hein. Oui, et puis Bordeaux qui égalise en fin de match. Je pense qu'il y avait... j'étais dégoûté. Je pense qu'il a 11 cadrés, donc Pau aurait pu gagner. Oui, je pense qu'il y avait un peu d'amertume du côté du gardien bordelais, surtout sur ce qui s'est passé apparemment, d'après ce qu'il disait. Il y a eu des propos un peu de Bordeaux que les Palois ont dit, après voilà quoi. Oui, pour la saison dernière en fait, quand ils étaient en Ligue 1, apparemment il y a eu quelque chose, bon, je sais pas quoi exactement, mais lui il en a gardé. J'ai bien aimé son expression, il a dit j'aurais bien aimé qu'on les tape, qu'il a dit. Oui, voilà, après il y a des revanches, en plus ils sont pas très loin, donc oui, il y a eu quelques mots à mon avis échangés, on ne sait pas quoi exactement, en tout cas ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Oui, je pense que les Palois, ils ont chambré un peu les Bordelais, et puis voilà, quoi. Oui, donc c'était comme ça, mais c'est vrai que... Par contre, il y a une équipe qui me déçoit un peu, c'est Saint-Étienne, ils vont pas bien. Hein. Ah bah Saint-Étienne, non, ils sont malades en ce moment. Saint-Étienne, ils sont vraiment... Comme disait Albert Cartier quand il entraînait à Sochaux, on est dans le dur. Hein. Oui, c'est ça. Là, ils sont dans le dur du dur, là. Ah ouais. Mais ça me fait un peu mal au cœur, parce que moi, j'aime bien Saint-Étienne, il y a un beau public. Oui, puis après, c'est un club historique comme les Sochaux. Comme Sochaux, ce sont des clubs historiques. Après la trêve, ils vont relever la tête. Mais comme dit Émeric Darbellet tout à l'heure, j'ai bien aimé son expression. Le nouvel entraîneur de Rodez, parce que Laurent Perlade donc, est parti du club. Et c'est vrai qu'il a raison. Les clubs historiques, ils ne meurent jamais, que ce soit Saint-Étienne, Sochaux. Oui, non, mais je pense que... Les clubs sont toujours là, mais ils ont des périodes de turbulence. Il y a que 15 journées de fête, il y en a encore 23, mais je pense qu'ils vont relever la tête. Mais attention, parce qu'il y a quand même déjà un petit écart, hein, donc... Ah oui. Je crois qu'il y a 3 ou 4 points après. Oui, c'est ça, mais là, ils vont... Avec le 16e, parce qu'il y en a 4 qui descendent, je crois. C'est ça. Donc, il y en a 2 qui montent en Ligue 1, il y en a 4 qui descendent, parce que l'année prochaine, ça ferait mettre 18 en Ligue 1, oui, 18 en Ligue 2. C'est ça, donc après, il y a des changements... Il y a des changements apparemment du côté de Saint-Étienne dans l'organigramme du club. Il y a des directeurs sportifs qui arrivent, des gens pour le recrutement apparemment. Oui. Non, mais je trouve que comment la saison 2023-2024 à 18 clubs, je trouve ça un peu nul, moi. 18 clubs en Ligue 1, tu veux dire? Ah bah j'espère qu'on sera en Ligue 1, j'espère. Ah non, oui, bah après, de toute façon tout découle de là, c'est parce qu'on passe à 18 clubs en Ligue 1 que tout le reste dans les divisions, il y aura beaucoup de descentes, beaucoup de clubs qui vont disparaître, hein, même au niveau amateur. La refonte des championnats. Je trouve ça un peu idiot, moi. Je trouve ça un peu idiot de la part de la fédération. Moi, je vois pas ce que ça fait de passer de 20 à 18. Si, certains clubs vont gagner plus d'argent parce que les droits TV, au lieu d'être divisés par 20, ils seront divisés par 18. Mais je vois pas ce que ça va changer réellement. Si c'est vraiment pour jouer les Coupes d'Europe à fond, ça change rien. Moi, je trouve ça un peu idiot parce que...
admettons si la saison là, a été terminée, Saint-Étienne il serait en national, quoi. C'est un peu idiot, quoi. Bah, c'est ça. Bon, C'est après, un peu idiot, je trouve c'est à ça un Saint- peu idiot, quoi. c'est à Saint-Étienne aussi de se sauver. Un peu Hein. idiot, quoi, en fait, quoi. C'est à Saint-Étienne de se sauver aussi également. Peut-être qu'il y a des choix qui n'ont pas été faits au bon moment. Oui, Notamment la bah vente. oui, après voilà, quoi. Notamment peut-être la vente du club qui aurait dû peut-être arriver avant. Ils auraient peut-être dû vendre à Oui. d'autres investisseurs. Oui, Bon, oui, après, peut-être aussi, quoi. Peut-être oui, après, aussi, quoi. c'est des choix qui incombent les dirigeants stéphanois. Ça. Et puis au niveau de Dijon, j'entendais, je vous écoutais tout à l'heure, Omar Daf, il disait un peu sur la sellette, apparemment, ça serait Jean-Marc Furlon qui viendrait. Ouais, il parle de Jean-Marc Furlon, peut-être du côté de Dijon. Après, c'est toujours pareil, quand t'as pas forcément des bons résultats, t'es toujours sur la sellette quand t'es un entraîneur. Dijon, 17e ou 16e, je sais plus. Dijon, là, pour le moment, ils sont 17e, donc forcément... 17e. Ouais, bah ils ont en fait, ça fait le contraire de ce show. Ils ont démarré en trombe, puis après, bah boum, quoi. Ouais, mais après, on dit toujours c'est l'entraîneur. Oui, ok, c'est sûr que c'est l'entraîneur qui paye. L'entraîneur, il a bon dos. Oui, après, voilà, exactement. Il a bon dos. Après, c'est toujours facile de critiquer l'entraîneur quand il n'y a pas de résultat. C'est ça. C'est pas, comme je dis, c'est pas l'entraîneur qui fait le match sur le terrain, c'est les joueurs. Hein. Oui, puis après, peut-être qu'il y a des recrutements qui n'ont pas été bons, qui n'ont peut-être pas été réalisés par l'entraîneur actuel, mais l'entraîneur précédent. Et puis c'est des contrats que tu gardes, tu restes. Donc c'est toujours compliqué, mais à la fin, on sait toujours que c'est toujours l'entraîneur qui paie les pots cassés, parce que comme on ne peut pas virer toute l'équipe, tu es obligé de licencier l'entraîneur. Mais les causes ne sont pas toujours liées à l'entraîneur, mais on sait qui sert de fusible à chaque fois. Mais bon, après les entraîneurs... J'espère qu'on va passer ce 8e tour de Coupe de France quand même, à Taon. Oui, il faut espérer face à Taon, qui est une Nationale 3. Mais bon, après, il faut toujours faire attention, hein, parce que Sochaux a déjà été éliminé par des Nationales 3. Hein. Et voilà. Mais, attendez, il y a une petite qui veut vous dire aller Sochaux. Ah, c'est la petite Lana. Voilà, c'est bien. Merci C'est la Lana. petite Lana. Bon, avec ça, ils vont s'imposer, là. Ils vont terminer ce dernier match en se qualifiant du côté de Taon et puis reprendre le championnat, donc le 26. Merci beaucoup, Bernard. Oui, pas de souci, merci, puis allez Sochaux. Hein. Eh oui, allez Sochaux, puis on se retrouve dans un petit moment maintenant. Hein. On va se mettre en mode Coupe du Monde, là, cette fois-ci. Tu vas la regarder, la Coupe du Monde, d'ailleurs ? Ah oui, obligé. Ah, l'équipe de France, obligé. Puis il y a Bon, pas de semaine, obligé. Quoi. Tu boycottes pas. Tu fais pas partie des gens qui boycottent. Oui, hein. Non, tu fais pas partie des gens qui boycottent. Ah non, je boycotte pas, moi. Bon, t'as la passion du football aussi. Oui, oui. Bon, c'est bien. Pas de souci. C'est bien. Merci beaucoup, Bernard. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bonne journée, puis allez Sochaux. Exactement. Allez, Sochaux, à bientôt. À bientôt. C'est Bernard, fidèle auditeur et fidèle supporter des Jaunets Bleus, avec les réactions tout de suite des entraîneurs, que ce soit celle d'Olivier Guimbard. Avant le petit cri de joie quand même. Ça fait un moment qu'on l'avait pas entendu, ce cri de joie, il nous avait manqué franchement. Hein, c'était, ah oui, hein, ah oui. Il nous avait manqué quand même ce cri de joie. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu le prononcer. Ah, hein. J'étais content quand j'ai revu les extraits, les vidéos sur internet. Ah, ça fait du bien de les voir comme ça. Hein. Oui, ça fait du bien. Allez, on le repasse, ce cri de joie. Bon, c'était le cri de joie des Sochaliens dans le vestiaire. Ça fait du bien. Franchement, voilà, ça prouve qu'il y a une victoire. C'est bien. Et c'est bien. Donc, on va écouter tout de suite la réaction des entraîneurs, comme je vous le disais, avec Olivier Guégan, l'entraîneur de Sochaux, et puis également Régis Brouard, l'entraîneur de cette équipe de Bastia, forcément frustré après cette partie. Non, je ne pense pas, mais on a joué une belle équipe aussi. Hein. On a joué une équipe de Bastia qui a de la qualité. On fait une bonne première mi-temps avec des choses très intéressantes. On mène au score. On a vu la qualité sur la première. On doit être capable d'avoir plus de situations pour faire mal.
Puis en deuxième mi-temps, on a montré d'autres valeurs, mais qui sont importantes dans ce championnat. Des valeurs de cohésion, des valeurs collectives. On a fait le dos rond, mais on voit que c'est dur pour tout le monde de gagner des matchs sur cette journée encore. Donc on ne va pas faire la fine bouche, on va savourer cette 8e victoire en 15 journées et c'est ce qui était important ce soir. Non, c'était pas voulu. Je pense que Bastia aussi a haussé son niveau. Nous, on a l'entame de deuxième, ils nous ont posé des problèmes et puis derrière on a manqué de justesse technique, mais je le répète, je félicite les joueurs parce que faut savoir les gagner. Ces matchs-là, il y a pas si longtemps peut-être qu'on ne l'aurait pas gagné et c'est vrai que on a une semaine où on s'est beaucoup parlé, c'était important de montrer des valeurs communes, ce qu'on a montré et dans ce championnat c'est tellement important d'avoir ces valeurs-là, donc c'est bien pour les joueurs qu'ils soient récompensés même dans la difficulté et puis je le répète, faire une 8e victoire en 15 matchs c'est toujours intéressant. Je pensais qu'il fallait mettre le deuxième pour gagner. Parce que je savais que Bastia avait des armes sur le secteur offensif, même s'ils étaient en dette de but ces derniers temps, mais sur un coup de pied arrêté, sur une erreur de notre part, sur l'aspect technique, pouvait nous fragiliser. Après, je répète, la première mi-temps m'a beaucoup plu dans le jeu, où on a réussi à presser haut, amener le ballon haut chez l'adversaire. Il nous manque des situations ou des grosses occasions pour valider notre temps fort de la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, c'est une autre partie qui s'est engagée. Et je le répète, ça me plaît beaucoup de gagner aussi de cette manière. Oui, puis il y a un adversaire. Hein. Il y a un adversaire qui a commencé dans un système, qui a changé en deuxième mi-temps de système, avec des joueurs qui connaissent bien la division. On a le mérite d'aller chercher ces 3 points et c'est important pour nous, pour le collectif. Et on avance, on comptabilise. Cette trêve va nous faire du bien aussi pour nous régénérer. Et puis une autre préparation va s'entamer derrière. Et puis après, on est reparti pour un marathon. Mais ce match-là était important de bien finir le deuxième chapitre du livre où on a 27 points, on est sur le podium et on est calé. Déçu, frustré. On aurait mérité au moins de ramener un point. Ils ont su marquer. On n'a pas su marquer. Après les circonstances, les décisions, vous vous doutez bien que je ne vais pas les commenter. On a vu les images. C'est comme ça, mais bon, il est dommage. On connaît la finalité du foot, le plus difficile c'est de marquer des buts et ce soir on a été confronté à ça, surtout sur la deuxième mi-temps. On a eu quand même beaucoup de situations et des occasions et puis on n'a pas réussi à marquer ce but. Alors on peut se rassurer en ayant bougé cette équipe de Sochaux. On les a malmenés à domicile, surtout sur la deuxième mi-temps. Mais bon, la finalité ça ne suffit pas ce soir. Voilà, on perd 1-0 la semaine dernière, à nouveau 1-0 là. Voilà. Alors la plus petite marge, mais bon. Il y a beaucoup de frustration ce soir. On dit souvent dans la durée, en faisant les choses, on va être récompensé, mais là ce soir, on n'a pas été. On a beaucoup centré, on a frappé au but, on a combiné, on a amené beaucoup de dangers, et ouais, voilà. On n'arrive pas à marquer. On était un peu déficient sur les derniers matchs dans ce qu'on pouvait se créer comme occasion. On avait changé les choses en début de match, on a rectifié aussi relativement assez vite en deuxième mi-temps, on a mis de la vitesse sur les côtés, on les a fixés sur les côtés, on a joué des 2 contre 1, des 3 contre 2, on a eu beaucoup de situations devant le but. En fait, voilà, on ne va pas se satisfaire de ça, parce que là, voilà, on a perdu 1-0 contre un prétendant à la montée, et ce soir, on méritait beaucoup mieux. C'était donc les réactions des entraîneurs Olivier Guégan et puis Régis Brouard, à savoir que le FC Sochaux à Montbéliard, les joueurs en tous les cas vont bénéficier de vacances après le match de Coupe de France, donc ce samedi du côté de Taon, je crois qu'il a lieu, si je ne me trompe pas, à 17h, on ne va pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça.
Donc après ce match de Coupe de France, eh bien, les Sochaliens, ils vont se reposer déjà pendant 15 jours. Et puis, 2 semaines de vacances. Ils vont reprendre ensuite le lundi 5 décembre et ils vont prendre la direction donc, du sud-est de l'Espagne pour effectuer un stage de préparation, de remise en forme. Après, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. Donc du 5 au 10 décembre, dans les infrastructures du Pinatar Arena Football Center, qui est situé à Murcie. Et les Sochaliens disputeront une rencontre de préparation le vendredi 9 décembre. Et de retour en France, les joueurs joueront 2 autres matchs de préparation, les 17 et 20 décembre. Donc on aura sans doute plus de précision, à savoir l'adversaire et puis le lieu. Et donc, comme vous savez, la reprise de la compétition aura lieu le lundi 26 décembre face à Rodez. On le disait tout à l'heure, voilà, 2 joueurs aussi qui iront en Coupe du Monde, qui ont été formés à Sochaux, Marcus Thuram et puis Ibrahima Konaté pour cette Coupe du Monde. Oui, monsieur Fitch. Est-ce que le Père Noël de Sochaux va les gâter en gagnant contre Rodez après, hein? Ah, tu voulais la placer, celle-là, celle du Père Noël. Hein. Et toi, est-ce que tu vas être gâté à Noël? J'espère. T'as déjà fait ta liste? Est-ce que t'as déjà fait ta liste de cadeaux? Pas encore? Pas encore, non. Bon, tu l'as pas envoyé encore? Non. Qu'est-ce que tu voudrais? On va déjà suivre la Coupe du Monde, après on verra bien. Déjà. Ah oui, mais Noël, c'est après la Coupe du Monde. C'est un cadeau avant l'heure, on peut dire la Coupe du Monde déjà. Un cadeau, oui, c'est un cadeau, oui. Un cadeau pour les téléspectateurs déjà avant l'heure, quoi, on peut dire. Oui, voir des très bons matchs de foot. Supporters, les filets de supporters. Oui, des belles nations de football aussi également. Donc, de prendre du plaisir tout simplement à regarder cette. Je crois que le Qatar, si je ne me trompe pas, ça doit être leur première participation en Coupe du Monde pour les Qataris. Ah bah oui, je crois que c'est leur première participation. Oui, il faut regarder. En tant que pays organisateur, et puis en plus, pour une première année de. C'est ça. Bon, alors, comme on le disait tout à l'heure, le FCSM se déplace chez vous. C'est le slogan, on le disait tout à l'heure, avec donc une séance de dédicace avec les joueurs sochaliens à partir de 14h, donc mercredi 16 novembre au stade Léo Lagrange, c'est à Besançon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis à partir de 15h, donc entraînement de l'équipe première. L'entrée est gratuite. Donc je trouve cette initiative, comme on le disait tout à l'heure, assez sympa. Donc c'est dans le cadre de l'opération, le FCSM se déplace chez vous. Ça devrait être d'ailleurs fait dans plusieurs stades de la région. Moi je trouve que c'est assez innovant, non? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi je pense que c'est excellent parce qu'il y a des fois le USB le font assez régulièrement. Ils ont déjà été à Saône, à Morteau, Pontarlier. Sochaux commence à faire pareil. Ouais, Saint-Vite il me semble aussi. Et là, Sochaux fait pareil. Mercredi à Besançon, je crois que le jour-là, je vais me poser un arrêt maladie. Hein. Faut pas le dire ici alors. Oh mince, oups, non, j'ai rien dit. Bon, ton patron il n'écoute pas, c'est bon. Non, je pense pas. Et ça se trouve, je vais être mal, je crois, demain. non, mais évidemment, ça m'embête au niveau des horaires. Bon, après, c'est une très bonne idée. Hein. Ceci dit, je critique pas les horaires. C'est juste bien le contraire. C'est juste que moi, j'ai pas de chance. Voilà, on peut pas toujours être là. Non, mais franchement, c'est une très bonne idée. Sérieusement, il faudrait le faire assez régulièrement, ou peut-être une fois par mois à la rigueur. Mais tourner dans les différents stades. Et tourner parce que dans toute la Franche-Comté, c'est Sochaux. Il y a des fans en Haute-Saône, dans le Jura, je suis sûr. Dans le territoire de Belfort, forcément. Partout. Mais partout dans le Doubs. Hein. Donc, je pense qu'une fois par mois, ce serait bien de délocaliser et puis faire un entraînement à Vesoul, à Grès, à Pontarlier, non, c'est vrai. à Belfort, à Dole. Non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez sympa en tous les cas. Bon, le Racing Besançon est partenaire déjà du club sochalien, mais c'est vrai que ça. À vrai dire, le Jura football professionnel, je pense qu'il y a des chances que l'année prochaine, il va y avoir un club de haut niveau, parce qu'a priori, Jura Sud, ils y arrivent bien. Hein. Oui. Très bien. Mais bon, ceci dit, il doit y avoir des fans sochaliens aussi dans le Jura. Oui, il y en a partout. Donc, il n'y en a pas que dans le Doubs, d'ailleurs, que dans la Franche-Comté. Il y en a un peu partout, mais c'est vrai qu'après Sochaux, on ne peut pas aller faire des entraînements délocalisés. C'est vrai que le Jura, ça commence à être loin de Montbéliard. Après, pour un entraînement, bon, ça peut être sympa, passer une journée, aller voir les enfants, parce que c'est un mercredi, donc il y aura beaucoup d'enfants. Mais je pense qu'ils ont choisi le jour, le mercredi exprès. Bien sûr, c'est sympa. C'est pour ça que c'est. Puis il y a une proximité
aussi qui se crée, et l'identité comtoise aussi, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a les drapeaux qui arrivent au stade, il y a beaucoup de choses qui ressortent un peu de ça, et puis d'aller voir aussi les gens, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer au stade Bonal, hein, même pour voir un entraînement, hein, c'est compliqué pour beaucoup de gens, et venir chez, le FCSM se déplace chez vous, venir à la maison, venir rencontrer les gens, je trouve que c'est une super initiative, Oui. j'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas dans ce sens. Et on va regarder un petit peu ce qu'ont fait justement les équipes de jeunes ce week-end du FCSM avec une défaite en National 3. On en parlera avec Mr. Frédéric Fitch juste après. Et, donc 2-1 du côté de Guignon. Chez les U19, c'est une défaite à domicile des Sochaliens face au Racing Club de Strasbourg, 3-1. But de Moïse Botulama pour Sochaux. Et puis c'était un but de Sami Farage pour Sochaux en National 3. Et puis, il n'y a eu qu'une victoire sur les 4 équipes sochaliennes. C'est pas un bon week-end. Avec donc Bourg-en-Bresse qui a battu Sochaux 4-2. Des buts signés Robineau Vaz. Et puis Victor Joseph, Thomas Robinet, il est du côté de Nancy cette fois-ci. On lui souhaite de marquer aussi pour lui. Mais J'espère qu'il va c'est pas, Robineau, c'est pas j'espère qu'il va Robinet. pas couler. Hein. Oh là là, elle était fine celle-là. On lui a déjà fait, à mon avis. Oui, à mon avis, oui. Et Est-ce puis, qu'il est beau, le Robinet? et puis Sochaux s'est imposé en U15. Sochaux s'est imposé en U15 du côté de l'ASM Belfort, 3-1. Des buts signés Amine Guetouche et puis un but d'Iliès Mokefi pour cette équipe sochalienne. Ben, écoutez, moi je pense que je pense qu'on a tout dit sur cette équipe de Sochaux. Donc on sera sans doute du déplacement du côté de Taon-les-Vosges. On va aller visiter un peu les Vosges. On va aller manger des bonbons pour la gorge. Là, c'est bon. Non, c'est pas. Oui, ça s'appelle la Vosgienne. Bon, qui sont peut-être plus fabriqués là-bas. Hein. Ils sont peut-être plus. Je ne sais plus, mais. Ouais. Ils sont peut-être plus fabriqués du côté des Vosges. Il n'y a je pas le que souhaite ça en tout là-bas. cas. Non, bien sûr, il n'y a pas que ça. Là. C'était un raccourci facile. C'était un raccourci facile. Bon, monsieur Frédéric Fitch, je crois que c'est bientôt à vous de travailler un petit peu là quand même. Oh ben. Ça y est, vous êtes réveillé de votre longue sieste. Oh, il est méchant. Défends-toi. C'est du chambrage ça. Oui. Faut bien pour le dernier jour. Oui, la dernière émission. C'est la dernière de l'année 2022. Hein, oui, c'est sans doute la dernière de l'année, parce que ça sera le lundi 26 Rodez, donc on sera au Stade Bonal, donc il n'y aura pas d'émission. On va se retrouver dans le courant du mois de janvier. Et puis après, ce sera le match contre Bordeaux, et je serai donc du côté de Bordeaux. Tu vas finir l'année dans le Bordelais. Oui, je vais finir l'année dans le raisin. Aux huîtres du bassin d'Arcachon. Oui, la dune du Pilat aussi. Moi, je vois que monsieur connaît. Au bleu aussi, enfin, de ce qui reste. De ce qu'il en reste, apparemment, il ne reste malheureusement. plus rien. Hein. Oui. Apparemment, tout a tous les brûlé. campings là-bas, Tout a brûlé cet été. C'était compliqué pour eux, hein, c'est sûr. C'était un des moments très délicats. Cet été, c'était épouvantable. Hein. Oui, c'est ça. Donc on ira voir la dune du Pilat. On ira visiter un Au peu lieu de Bordeaux. changer de conversation, monsieur Fisch, à ton On ira tour. visiter un peu Bordeaux. Mais bon, Et puis on reviendra avec les 3 points de Bordeaux. J'espère, pour Et puis bien avec fêter une la bonne- nouvelle année. Et de 3 litres aussi. Hein. Et une bouteille de Bordeaux pour célébrer la nouvelle année, la victoire à Bordeaux. À boire avec modération, bien évidemment. Oui, évidemment. Allez, on t'écoute.